Bonjour à tous, bienvenue dans Legal Club Sandwich, votre émission pour découvrir du contenu juridique de qualité, rencontrer des personnalités du monde juridique et tout ça à la cool dans un esprit léger. On s'appelle Legal Club Sandwich puisqu'on vous donne rendez-vous 2 fois par mois à midi pendant la pause déj et qu'on parle de sujets très variés pour vous aider à progresser en tant que juriste et découvrir de nouveaux sujets aussi. Donc moi, je m'appelle Thibaut Caoudal, je suis un des cofondateurs de Leeway. Et Leeway, c'est une legal tech qui aide les juristes à centraliser tous leurs contrats pour avoir un meilleur suivi, avoir des rappels automatiques sur les échéances de leurs contrats, pour mieux contrôler les risques juridiques et financiers. Voilà. Et pour mener à bien cette émission, je suis accompagné de 2 chroniqueurs exceptionnels sans qui le Legal Club Sandwich n'aurait pas la même saveur. Je dirais Audrey, Pierre, comment ça va aujourd'hui ? Ça va très très bien, bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Oui, ça va super et hyper heureux de te retrouver avec nous, Audrey. Merci. Audrey, tu veux peut-être dire un mot sur toi, te présenter pour les auditeurs ? Oui, avec grand plaisir. Donc, bonjour à tous encore une fois. Je suis donc Audrey Deléris, manager chez Fed Legal. C'est un cabinet de recrutement juridique et fiscal. On ne fait que ça, on est dédié au monde du juridique et du droit. Ça fait 11 ans que ça dure maintenant et je suis entourée d'une super équipe tous aussi passionnés que moi. Et au-delà de ça, j'ai plein d'autres activités, mais je ne vais pas tout vous parler de tout aujourd'hui. Je vous parle seulement du Fleet Network pour French Lawyers in Tech, que j'ai eu la grande chance de cofonder avec Pierre Landy, ici présent, il y a presque 2 ans. Et ce sont 270 membres, du coup, 270 juristes dans la tech et start-up qu'on a la chance de côtoyer dans ce réseau. À toi, Pierre. Merci. D'ailleurs, j'en vois certains dans la liste des participants aujourd'hui à qui je fais un grand bonjour. Et bien sûr, bonjour à tous ceux qui sont des supporters de Legal Club Sandwich ou si c'est la première fois pour vous. Pour ma part, je suis donc Pierre Landy, je suis avocat au barreau de Paris. Je suis cofondateur d'une alliance d'avocats européens qui s'appelle ENCO et on est en Italie, Allemagne, France, Grande-Bretagne et Espagne. On essaie d'agir comme des juristes d'entreprise, même si on est avocat. Et puis surtout, depuis 2 ans, j'ai développé une activité de executive mentor. J'accompagne beaucoup de leaders juridiques, d'associés d'avocats, d'équipes juridiques pour non seulement travailler leur posture en entreprise, quand c'est en entreprise, ou en tout cas leurs soft skills, et puis parfois aussi leurs hard skills. J'essaie de donner des idées pour gérer des problèmes. Voilà, moi je fais ça depuis 2 ans et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Et donc, on va passer à la présentation de l'invité d'aujourd'hui. Donc, Talk numéro 21, on a la chance, l'honneur d'accueillir Nejma Abdi, qui est donc la fondatrice du cabinet Abdi Avocat. Nejma, déjà, comment ça va ? Merci, ça va très bien. Merci de m'accueillir dans votre émission. Elle est superbe. Je la suis et c'est passionnant. Merci. Bah, écoute, avec plaisir. Nous, on est super contents aussi de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que peut-être tu peux dire un mot pour te présenter pour les auditeurs du Legal Club Sandwich ? Bien sûr, brièvement, je suis avocat au barreau de Paris, 18 ans que j'exerce. Au fur et à mesure de mes années d'expérience, mon domaine d'activité dominante est le dommage corporel. J'assiste uniquement les victimes d'accidents, d'erreurs médicales et d'accidents de la route, d'accidents de la vie, etc. Et je les assiste pour qu'elles obtiennent la meilleure indemnisation possible. Ok, Voilà. génial. Bon, on va passer aux questions alors. Aujourd'hui, donc, le thème, c'est les juristes experts et les juristes ultra spécialisés. Qui sont-ils ? On a voulu se poser cette question pour vous aujourd'hui. Peut-être, Nejma, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire justement qui sont les juristes experts et dans quel domaine ils interviennent aujourd'hui ? Eh bien, écoute, il y a les juristes dans de nombreux domaines du droit, le droit de la propriété intellectuelle, droit immobilier, droit social, droit fiscal, droit de la sécurité sociale, droit du dommage corporel. Il y a de nombreux domaines. En fait, chaque branche du droit appelle une expertise. Ok. Et donc, tu peux nous parler justement de ces niches un petit peu dont on parle pas beaucoup, pas tout le temps, justement. Mais que veux-tu savoir précisément sur ces niches ?
Par exemple, sur les juristes experts, pourquoi devenir un juriste expert Oui, pourquoi devenir il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, je pense qu'aujourd'hui, devenir expert à Paris et certainement de plus en plus dans les autres villes de France, c'est important parce qu'il y a de plus en plus d'avocats, de plus en plus de juristes, et donc il faut faire la différence, il faut se démarquer. Et pour se démarquer, il faut être bon, voire le meilleur, en tous les cas avoir une valeur ajoutée par rapport à l'autre. Et c'est vrai que être spécialisé, avoir une activité dominante, ça permet au client d'être rassuré, de savoir que son juriste, son avocat maîtrise parfaitement la situation et maîtrise parfaitement le droit, donc il aura les bons conseils. De plus, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société très stressée où tout va très très vite. Donc, il y a beaucoup de lois tout le temps, tout bouge très vite dans tous les sens, donc c'est très important d'être spécialisé dans son domaine parce qu'on maîtrise parfaitement, on peut aller vers la maîtrise parfaite de son domaine, être au fait des lois qui interviennent, de la doctrine, de la jurisprudence qui évolue, et donc on gagne du temps. Et aujourd'hui, le temps, c'est un luxe. Donc, ça permet d'avoir du temps aussi pour sa famille, pour sa vie privée, pour ses loisirs. Donc, pour trouver un équilibre, parce qu'il faut tenir dans le temps quand on exerce, quand on est juriste ou avocat, c'est important de se projeter jusqu'à 70 ans, 80 ans. Donc, pour tenir, il faut trouver l'équilibre. Et la spécialisation, à mon avis, c'est une solution. Et en fait, même pour toi, j'ai envie de te dire, c'est presque plus sécurisant, quoi. Tu es sûr que tu maîtrises ton sujet à fond. Eh bien, c'est ça, le soir, tu rentres chez toi, tu sais que tu n'as pas dit n'importe quoi, que tu as donné des conseils en parfaite connaissance de cause, donc tu peux dormir tranquille. Et toi, comment tu t'es décidée à devenir experte du coup? Quel a été un peu le déclic? Ah bien, écoute, moi, c'est mon expérience. J'ai commencé à travailler, en fait, j'ai commencé mon exercice à Bordeaux. Je travaillais dans un cabinet d'avocats qui était axé sur la sécurité sociale. Et si tu veux, la sécurité sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais à ma portée toutes les conclusions de tous les confrères du barreau de Bordeaux s'agissant des accidents de la route, des erreurs médicales et des accidents de la vie, etc. Donc, en fait, il fallait que je lise tout pour pouvoir faire mes conclusions pour le compte de la sécurité sociale. Donc, j'ai eu, par la force des choses, une connaissance. Parallèlement, ça a résonné avec mon histoire privée, puisque quand j'étais enfant, j'ai été victime d'une erreur médicale qui m'a fait beaucoup souffrir à tout point de vue, que ce soit physiquement ou au niveau psychologique, on va dire. Donc, si tu veux, pour moi, ça résonnait bien. Les histoires que je lisais avec ce que j'avais vécu. Et puis, un jour, un client est venu, m'a demandé de l'assister en cas d'une erreur médicale. Les autres avocats considéraient qu'il n'y avait pas de chance d'aboutir. Moi, j'avais rien à perdre, la personne non plus. On a fait le dossier à l'aide juridictionnelle et nous avons gagné. Donc, je me suis rendu compte que je pouvais apporter quelque chose à la personne, que la personne était satisfaite, donc ça m'avait satisfait et que j'avais eu un bon résultat. Et de cette histoire est intervenue une autre histoire, cette fois-ci sur un accident de la route. Je défendais une personne qui avait été victime d'un accident de la route et qui était devenue tétraplégique dans le cadre de droit de la famille. Et quand nous avons fini le dossier droit de la famille, au moment de lui serrer la main et de lui souhaiter bonne continuation sur le pas de la porte, je lui dis, écoutez, profitez bien avec votre indemnisation, j'espère que vous allez créer une belle vie. Et elle me dit, mais de quoi parlez-vous? Ah, j'ai dit, écoutez, on va faire demi-tour, on va retourner à mon bureau et on va parler de l'indemnisation. On lui a obtenu une très forte indemnisation. Elle ne le savait pas, elle ne savait pas qu'elle avait ces droits-là. À partir de ce moment-là, j'ai compris effectivement que j'avais une valeur ajoutée pour ces gens. Et en plus, j'avais des résultats. Donc, le client satisfait, moi satisfaite, c'était en plus rémunérateur, donc c'était parfait. Et c'est pour ça que j'ai continué après à développer au fur et à mesure que j'ai travaillé dans des cabinets. En parallèle, lorsqu'on est collaborateur libéral, on a le droit de développer sa clientèle. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, avec le temps, avec les rencontres, que j'ai pu aujourd'hui avoir une clientèle composée à 90% de ma clientèle aujourd'hui est composée de dossiers de dommages corporels. Et j'en suis ravie.
C'est pas trop dur psychologiquement de voir tous ces gens qui souffrent, qui viennent te voir, ou au contraire, justement, il y a une satisfaction en se disant, ben voilà, il y a quelqu'un qui va les aider. Alors, moi, je suis très satisfaite de pouvoir les aider. Je suis aussi très satisfaite parce que tu accompagnes la personne qui est dans une situation, excusez-moi l'expression, entre guillemets, de victimisation. Tu l'aides à reprendre son pouvoir. Tu l'aides à dire, oui, vous avez vécu ça, mais il y a autre chose après. D'une part, on va réparer les choses d'un point de vue juridique, c'est-à-dire, moi, je vais vous aider à faire en sorte que vous soyez indemnisé, que votre préjudice soit reconnu, justement. Et en plus, tu permets à la personne de se repositionner et de reprendre sa vie, je dirais, plus, plus active, moins dans j'ai été abusée, j'ai pas été justement indemnisée, je ressasse ça tous les soirs, je suis mal, etc. Donc, en plus, tu l'accompagnes et au fur et à mesure de son parcours, tu l'accompagnes parce qu'elle a des questions. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je fais bien de faire ça? Est-ce que c'est juste? Et en fait, dans les échanges, parce que effectivement, moi, j'ai beaucoup d'échanges avec mes clients, la personne reprend confiance en elle et peut se repositionner et poursuivre sa vie dans la mesure du possible, hein, bien sûr. Vas-y, Audrey. Là, j'ai une question plutôt, toi en tant que telle, en tant qu'avocate très spécialisée, et je le vois, ma côté recruteuse, il y en a justement qui cherchent à aller au-delà de la spécialisation. Et j'ai échangé d'ailleurs hier sur une autre matière, une personne qui était en fiscalité, qui aujourd'hui fait totalement autre chose, elle a cherché à sortir de ça. Donc, il y a des gens qui cherchent vraiment à avoir un scope beaucoup plus global. Voilà. Et toi, c'est vrai que tu prônes le fait d'être ultra spécialisé. Qu'est-ce que ça t'apporte encore en plus? Enfin, il n'y a pas d'ennui au bout d'un moment d'être toujours la même matière? En réalité, chaque branche du droit bouge beaucoup et c'est toi qui es le créateur, c'est toi qui es le moteur de ce que tu es. C'est pas l'extérieur qui vient à toi, c'est toi qui va engendrer l'avocat que tu dois être. Donc, si tu veux t'ennuyer, tu t'ennuies. Mais si tu veux que ce soit tous les jours quelque chose de passionnant, ben ça l'est. C'est dur. Il y a des moments très difficiles où tu es toute seule, où tu n'es pas compris par le client, tu n'es pas compris par les avocats, tu n'es pas compris par les magistrats, tu as des échecs, mais à côté de ça, tu as des réussites. Tu as des clients contents, tu as des juges qui t'entendent et tout ça, ça crée quelque chose de passionnant. Mais c'est la vie aussi. Donc, le conseil pour les juristes et les avocats, c'est de reprendre aussi les choses en main. Parce que souvent, quand on est dans un cabinet, je sais de quoi je parle, on subit. On a des exigences de rentabilité, c'est normal. On doit rendre des comptes au cabinet ou à l'entreprise, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas oublier ce pourquoi on le fait. Et ce pourquoi on le fait, c'est parce qu'il y a du sens. Mais ça, c'est personnel. Et du coup, tu travailles, alors tu disais tout à l'heure, bon, enfin, que tu travailles seul, mais j'imagine que tu te fais accompagner parce que ces histoires de dommages corporels, enfin, c'est parfois très technique ou une erreur médicale. Enfin, comment tu fais quand il y a ces questions hyper techniques qui sortent du droit? Tu as absolument raison, c'est très pertinent ce que tu dis. Un avocat en dommages corporels ne peut pas l'être s'il n'est pas entouré de spécialistes également. Un spécialiste appelle d'autres spécialistes. C'est dans mon domaine, j'ai besoin d'être assistée pour aider les victimes au mieux, eh bien, d'un médecin conseil, de différentes matières, un psychiatre conseil, un orthopédiste conseil, ça peut être un ergothérapeute, un architecte. Si tu veux, c'est un cercle vertueux de techniciens, moi compris, qui permettent d'offrir aux clients une prestation de qualité. Et on fait du mieux qu'on peut par rapport à tous ces éléments. Nejma, est-ce qu'il y a une affaire un petit peu symbolique que tu as en tête, là, que tu pourrais nous partager, quelque chose d'un peu atypique aussi, peut-être, que tu as pu rencontrer et que tu pourrais partager aujourd'hui avec les auditeurs? Oui, moi je pense toujours à mon premier dossier en dommages corporels pur, je dirais accident de la route avec la personne dont je vous parlais tout à l'heure, celle qui était tétraplégique. Eh bien, en fait, cette personne, quand je l'ai interrogée, elle m'a dit que son tuteur ne voulait pas qu'elle mette en place d'actions en responsabilité contre le chauffeur du camion qui l'avait percuté, parce que le tuteur avait peur que le chauffeur du camion perde son emploi. Donc, ça n'avait aucune cohérence, compte tenu de la gravité de l'accident, de la personne. Et si tu veux, quand tu deviens du jour au lendemain, à 33 ans, quand tu deviens tétraplégique, ta vie
autant te dire que c'est compliqué après. Donc, et que tu as besoin d'aide financière pour avoir ne serait-ce une maison adaptée à ton handicap. Il faut savoir que la personne en question n'avait pas de moyens, d'accord? Donc, c'était vraiment, moi, ça m'a choquée. Donc, il a fallu, dans un premier temps, convaincre le tuteur de l'utilité de mettre en place une action en responsabilité. Ensuite, il a fallu convaincre le juge, parce que ma cliente, avait consommé des stupéfiants. Donc, il y avait dans l'accident, elle avait sa part aussi de responsabilité. Donc, il fallait convaincre le juge que même s'il n'y avait pas une responsabilité à 100% du chauffeur du camion qui l'avait percuté, il y avait quand même une partie. Et le juge nous a suivis. La compagnie d'assurance n'a pas relevé appel de cette décision. Et grâce à cette position, la personne a pu acheter une maison, elle a pu avoir de l'aide humaine quotidienne. Quand je te dis acheter une maison, ça veut dire acheter une maison de plein pied, de sorte qu'elle peut aller à l'extérieur quand elle le souhaite. Elle peut aussi faire des activités, ce à quoi elle n'avait pas droit quand tu n'as pas d'argent. Quand tu es handicapé, tu as la pension d'invalidité, tu as des prestations complémentaires, mais ça ne va pas très haut. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, ça m'a beaucoup touchée, ce dossier, parce que ça m'a demandé beaucoup d'empathie, de compréhension. Et je peux dire aussi que dans le cadre de ce dossier, lorsque nous avons fait l'expertise, c'est-à-dire quand on est allé à son domicile pour voir ce qu'il fallait modifier, comment vivait la victime, tu vois, avant l'indemnisation, nous avons tous été choqués. Moi, bien entendu, mais les experts aussi, que ce soit de la compagnie d'assurance ou l'expert qui avait été nommé par le juge. Pourquoi? Parce que les conditions de vie étaient complètement indécentes. La personne ne pouvait pas passer les couloirs. C'est-à-dire qu'elle avait un petit appartement, elle ne pouvait pas prendre l'ascenseur. Elle ne pouvait pas aller sur son balcon. Donc, en fait, elle vivait dans un appartement de 50 mètres carrés, mais elle était en réalité dans une pièce de 10 mètres carrés, comme ça. C'était absolument insupportable. Donc, oui, tu vois, ces dossiers-là, ça te fait grandir parce que forcément, tu vas au-delà de tes moyens. Tu dis non, il faut trouver des solutions. Tu négocies avec les compagnies d'assurance. Tu fais tout pour que ça aille vite aussi parce qu'elle est en justice. Faire des procédures, c'est très bien, c'est très beau, mais c'est long. Puis on n'est pas sûr du résultat. Donc, si on arrive à négocier, c'est quand même mieux. Donc, voilà, ce dossier m'a profondément marqué. Bah, tu m'étonnes. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, la défense de la victime en tant qu'avocat, ça prend un tout autre sens. C'est sûr que… mais par contre, tu parlais d'indemnisation. Alors, évidemment, bon, là, c'est mon côté people. Hein, je suis désolé, je vais poser la question qui me démange. On sait qu'aux États-Unis, tu bois un café un peu chaud, tu peux repartir avec des millions. Enfin, j'exagère à peine. Je ne sais pas si c'est des gens urbaines ou pas. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a une différence pour ces dommages entre la France et les États-Unis? Oui, il y a une très, très grosse différence. Pour vous donner quelques repères, en fait, en France, par exemple, lorsque vous perdez votre enfant de 7 ans dans un grave accident de la route à cause d'un chauffard, vous avez devant le tribunal correctionnel, vous allez avoir en indemnisation pour la perte de l'enfant entre 20 et 30 000 euros. Voilà. Et c'est la jurisprudence constante. Et la raison, c'est qu'en France, on considère que la perte d'un enfant est tellement incroyable, tellement insupportable qu'elle n'est pas quantifiable par de l'argent. C'est pas possible. Aux États-Unis, c'est pas du tout le même raisonnement. Aux États-Unis, vous savez, vous avez le punitive damages, ce qui fait que vous pouvez être condamné à des millions de dollars, à des dizaines de millions de dollars pour le même fait. Et aux États-Unis, les cabinets d'avocats, si vous voulez, fonctionnent par le biais de conventions d'honoraires conditionnelles, c'est-à-dire que la personne, la famille de la victime, dans notre cas que je vous propose, la famille va voir un cabinet d'avocats. Le cabinet d'avocats dit, voilà, nous prendrons sur les dizaines de millions de dollars, nous prendrons 50%, 60%. Donc, ils peuvent financer leur procédure dans la mesure où les fonds sont très importants. Parfois, les cabinets d'avocats aux États-Unis, comme ils sont payés sur le résultat, eh bien, font financer les années de procédure lorsqu'il y a une garantie de résultat par les banques. C'est-à-dire ils présentent les dossiers, ils vont voir la banque, ils vont dire voilà, pour ce dossier, ça va durer 10 ans, mais au bout de 10 ans, on sait que ça va nous rapporter tant, donc on vous réversera un financement, une commission, si jamais aujourd'hui vous nous faites le financement. Bon, bien sûr,
aux États-Unis, ce n'est pas du tout le même ordre qu'en France. Et en France, malheureusement, une procédure, au minimum, ça coûte 10 000 € entre les frais d'avocat, les frais d'assistance par des médecins, les frais d'expertise, etc. Donc, si vous n'avez pas les moyens, c'est très compliqué en France. Voilà, donc c'est vraiment différent parce qu'en plus, les résultats ne sont pas les mêmes. En France, vous n'êtes pas sur plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et en plus, en France, c'est la victime qui doit tout prouver. Exactement. En plus, tu as déjà été victime de l'accident, tu as déjà souffert, et en plus, tu dois toi-même prouver que… Alors, aux États-Unis aussi, la victime doit rapporter les preuves, hein, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus, si tu veux, d'arrangements. Je crois qu'il y a 80% des négociations, 80% des dossiers qui terminent en négociation dans le cadre du dommage corporel entre les erreurs médicales, les accidents de la route, etc. 80%, c'est énorme. Donc, si tu veux, en France, on n'en est pas là. En France, souvent, dès que tu demandes de l'argent en France, sur le préjudice économique, notamment les problèmes liés au travail, il faut malheureusement faire appel aux juridictions. Et Nejma, du coup, c'est passionnant ce que tu nous racontes justement. Et on voit qu'il y a on le sait, mais le fait c'est très concret, qu'il y a une très très grande différence culturelle, qui a des implications extrêmement fortes aux US et en France. Est-ce que justement en France, il y a peut-être des évolutions là qui sont en cours ou à venir, ou que tu envisages dans ton domaine justement, qui tendraient vers des indemnisations un peu plus importantes éventuellement, ou un changement de culture? Écoute, je pense qu'il va falloir que c'est pas moi qui vais faire évoluer cela. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la société, elle évolue et que je pense que par la force des choses, peut-être qu'on va aller vers ça. Mais en Europe et en France, on n'a pas du tout la même culture, vraiment. Et on n'a pas pris cette voie-là. Je ne sais pas si on arrivera à ces sommes-là. Je ne pense pas, en fait. Je pense qu'on est vraiment sur deux façons d'envisager le procès, deux façons d'envisager l'indemnisation et la réparation, comment on perçoit la réparation d'un dommage psychique, d'un dommage physique. Bien sûr, ce n'est pas la même en France qu'aux États-Unis, ça c'est clair. Et si tu veux, déjà en France, on a du mal à faire valoir les droits, je dirais, basiques des victimes. Il y a de plus en plus d'abus. Moi, je constate qu'il y a de plus en plus d'abus, pardon. Il y a de plus en plus d'abus, donc de part notamment des compagnies d'assurance. Donc, déjà, si on arrive à faire en sorte qu'il y ait, par rapport à la jurisprudence habituelle du droit, par rapport au droit positif, une indemnisation juste, ce sera déjà pas mal. Mais on est loin des États-Unis. On parle un petit peu d'indemnisation là depuis tout à l'heure. Est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner lorsqu'on est victime d'un accident? Ah bah écoute, pour un accident de la route ou une erreur médicale, c'est pas pareil, c'est pas les mêps réflexes. Disons un accident de la route avec toutes ces trottinettes et ces vélos dans Paris qui font n'importe quoi. Alors, le premier réflexe, c'est d'aller voir un avocat dont c'est l'activité principale. Non, sérieusement, oui, il faut se faire assister par des gens compétents, ça c'est sûr. Mais les premiers réflexes d'urgence, c'est quoi? C'est déjà la question de la responsabilité. Sur le lieu de l'accident, est-ce que le responsable est identifié? Est-ce qu'il n'y a pas de problème avec ça? Est-ce qu'il y a eu un témoin? Est-ce que la police est venue? Est-ce que là-dessus, on est carré? Ça, c'est les premiers réflexes. Si vous n'êtes pas carré là-dessus, tout de suite, vous allez voir un avocat. Vous dites, voilà, j'ai un problème, je viens d'avoir un accident, je ne sais, j'ai pas de témoin, la police ne veut pas me donner mon PV, ils disent qu'il n'y a pas que je suis responsable alors que je ne suis pas responsable. Là, tout de suite, il faut aller voir l'avocat. Si le problème de la responsabilité semble maîtrisé, pour l'indemnisation, il faut garder les factures de tout. Vous allez à l'hôpital, vous avez un dépassement d'honoraires parce que vous avez dû faire une opération en urgence, les déplacements, prenez des photos de vous parce qu'il y a le préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé, donc il faut qu'on vous voit avec vos bandages, avec vos bleus, etc. pour démontrer la réalité des choses. Prenez des photos de votre intérieur pour montrer à l'expert que vous ne pouviez pas, avec votre fauteuil roulant, parce que vous aviez les deux jambes plâtrées, que vous ne pouviez pas aller dans la salle de bain. Donc, voilà, en fait, il y a vraiment la nécessité
de garder tous les éléments nécessaires à la compréhension de votre préjudice. Et moi, ce que je conseille à mes clients, c'est de tenir un journal de bord en indiquant jour après jour ce qui se passe, l'évolution des douleurs, les problèmes rencontrés, etc. Comme ça, lorsque l'avocat récupère les éléments, et l'expert aussi, on sait où on est. Et on est très juste dans la traduction médico-légale de la situation. Bah, écoute, je le souhaite à personne, mais effectivement, ça me paraît des super bons réflexes à avoir qu'on n'a pas forcément toujours quand on a subi le choc et qu'on sort de ça et on a l'impression que le monde s'est arrêté. Mais bon, ben voilà. En tout cas, on le souhaite à personne et que tout le monde. Exactement. Merci Nejma pour cette première partie de Legal Club Sandwich. C'est passionnant et puis quand on t'écoute raconter ces histoires, même si c'est pas toujours très heureux, bah, ça donne envie de comprendre un peu plus encore ton métier. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. On va passer maintenant aux chroniques de vos chroniqueurs et puis on reviendra aux questions juste après. Donc si vous en avez, c'est le moment. On va les traiter à la fin. Et c'est parti alors pour ceux qui ne le savent pas, à chaque fois, nous avons des jingles, Audrey et moi. Et voici, je suis l'ingénieur du son dans cette émission, donc voici le jingle d'Audrey. Get the fever. Merci Pierre. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode STAR en entretien. Alors qu'est-ce que c'est cette méthode? C'est une méthode qui prône en fait le concret, le retour d'expérience, les exemples, bref, tout ce qu'on aime nous en entretien en tant que recruteur. Donc le recruteur qui va vous recevoir en entretien, qui va utiliser cette méthode, en fait, il ou elle va vous demander de présenter un projet particulier, de décrire la fois où vous avez dû négocier tel ou tel contrat, de donner un exemple d'une situation complexe dans laquelle vous vous êtes retrouvé, d'expliquer ce que vous faites en cas de désaccord avec un collègue ou encore un opérationnel. L'idée, c'est de sortir du simple déclaratif, parce que c'est vrai que si vous nous dites « je suis autonome », super, j'aime les projets, je suis un bon manager, ça n'a jamais convaincu personne. En tout cas, moi, personnellement, je ne suis jamais convaincue quand un candidat me dit ça. Donc, il est vraiment nécessaire de mettre en avant ses compétences, montrer ce que vous savez faire et surtout comment vous le faites. Il faut apporter la preuve. Voilà, vous avez beau dire au recruteur que vous êtes génial, il faut aussi le prouver. Alors, STAR, ça signifie quoi? Pardon, c'est un acronyme. C'est S comme situation. Donc, expliquez le contexte de votre exemple, dans quelle société vous étiez, quand, où, avec qui, etc. T comme tâche, task in English. Donc, votre rôle et vos missions dans ce projet particulier, soyez encore une fois précis. A comme action, ce que vous avez fait et mis en œuvre personnellement. Évitez aussi les « on a fait ci, on a fait ça » parce que j'ai beaucoup de candidats parfois qui m'expliquent ce que toute l'équipe a fait. Sauf que très honnêtement, à l'instant T, toute l'équipe, ce qu'elle a fait, moi, ça m'importe peu. J'ai envie de savoir ce que vous avez fait. Donc, soyez précis et concret. Enfin, le R de STAR comme résultat, c'est la finalité du projet. Qu'est-ce qui a marché? Quelle a été la conclusion du projet, de cette négociation? Comment vous avez résolu le conflit? Et parfois, on peut rajouter un R en plus pour réflexion. Qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience-là très particulière? Donc, ça peut être soit une réussite, soit un échec qui vous a aussi beaucoup appris. Attention, avec les échecs, l'idée, ce n'est pas non plus de décrire que des échecs, parce qu'on va se poser des questions, ça peut être un petit peu particulier de donner que du négatif. Donc, cette méthode STAR, elle est soit clairement identifiée dans les questions du recruteur. Il va par exemple vous demander « racontez-moi la fois où vous avez fait ci ou ça ». Et certaines sociétés annoncent même en amont de l'entretien que vous allez du coup être passé au crible de la méthode STAR. Et j'ai même un client, par exemple, qui, avant l'entretien, dit « vous allez rencontrer le manager légal, le RH, 2 opérationnels, voici comment ça va se dérouler, voici ce que c'est la méthode STAR ». Donc, ça arrive que ça se passe comme ça. Donc, c'est hyper cadré. Et sinon, cette méthode-là, elle peut de vous-même en fait, vous servir pour structurer votre entretien. Vous pouvez vous dire je vais en fait suivre ce plan, le STAR pour STAR, du coup, pour être bien organisé et être vraiment le plus concret possible. Donc, dans tous les cas, et ça, je le redirai jamais assez, un entretien, ça se prépare. Donc, cette méthode permet de prendre vraiment du recul sur vos expériences, d'en mettre en avant certaines pour montrer à votre interlocuteur à la fois votre savoir-faire et votre savoir-être. On en parle tout le temps, notamment avec Piam savoir-être, des soft skills. On aime en parler tout le temps. Donc, ça peut vraiment concerner en fait une négociation, un contexte particulier, du management, la communication. Toute une multitude de sujets est vraiment possible. Attention cependant aux monologues. Ça aussi, j'ai beaucoup de candidats qui aiment les monologues. Donc, attention à ça. Il faut être précis, concret, mais s'il vous plaît, restez synthétique.
Donc, ne racontez pas toutes les fois où vous avez mené à bien un projet ou une négociation ardue, mais plutôt mettez en avant la fois où vraiment ça a fait la différence. Donc, replongez-vous dans tous vos souvenirs, choisissez les exemples les plus percutants. Et maintenant, à vous de briller en entretien. À toi, Pierre. Merci beaucoup, Audrey. Et c'est le lancement de mon jingle. Je m'auto-lance. Hop là. Je l'adore. Ça fait 2 saisons que je l'utilise. Je l'adore. Alors moi, aujourd'hui, dans ma chronique, je vais vous parler de la situation dans laquelle vous managez un proche. Et ça peut être une situation particulièrement difficile. Donc, en fait, il se peut que vous vous retrouviez un jour à manager un de vos amis proches, soit parce que vous l'avez fait venir, parce qu'il correspondait particulièrement au poste, soit parce que vous avez été promu à un poste et tout d'un coup, de facto, vous devenez manager de la personne qui était votre meilleur pote dans l'équipe avant. Et ce n'est pas toujours une situation facile à gérer. Et ça peut d'ailleurs avoir des répercussions néfastes pour vous, d'ailleurs, comme pour le proche. Alors, chacun a beau vouloir prendre la pause, les choses, la situation avec maturité, il y a toujours les vexations, les soupçons d'hypocrisie dans l'équipe, les cafouillages en tout genre. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer ça au mieux? Eh bien, ça va être mes 6 conseils d'aujourd'hui. Alors, le premier, bien évidemment, c'est qu'il faut réfléchir avant de recruter un membre de sa famille ou un ami proche, en particulier c'est quand engendrer au sein de son équipe et la relation que l'on souhaite nouer dans ce cadre. Donc, bien s'entendre, ça je pense que vous le savez tous, dans la vie privée, ce n'est pas forcément la même fluidité dans les affaires. Alors, il faut bien réfléchir au pourquoi de ce recrutement. Est-ce que ce proche, en amont, est-ce qu'il est réellement la bonne personne pour le poste? Ensuite, est-ce qu'il possède les connaissances nécessaires et les compétences? Et puis, est-ce que vous pensez qu'il va bien s'entendre avec le reste de l'équipe? Et un truc très, très important, est-ce qu'il a des valeurs personnelles, adéquation avec celles de l'entreprise? Et bien évidemment, quelle a été son expérience jusque-là? Ça, c'est vraiment très, très important. Il faut se poser ces questions avant de proposer un proche ou de le mettre dans le processus de recrutement. Deuxième conseil, il faut faire ce que j'appelle un clear contract, un contrat clair. Vous m'avez souvent entendu utiliser cette expression dans des précédentes chroniques de Legal Club Sandwich. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire… Commencez vous-même avec ce proche à vous présenter comme vous le feriez avec n'importe quel collaborateur. Prenez le temps de lui expliquer votre rôle, le fonctionnement de l'entreprise, les choses à faire avec vous, à ne pas faire avec vous, ce que vous ferez pour lui, ce que vous ne ferez pas. Vous définissez bien les rôles et responsabilités de chacun. Et rappelez-lui ce que vous attendez de la personne qui va rejoindre votre équipe. Et ça va vous permettre d'instaurer des bases excessivement claires dès le début dans un climat professionnel sain. Au besoin, vous lui donnez des objectifs pour qu'il sache exactement ce vers quoi les choses vont aller. Lorsqu'il décide de rejoindre votre équipe, vous pouvez utiliser la méthode SMART, dont on vous reparlera certainement plus tard, mais vous savez, ce sont les objectifs qui sont spécifiques, mesurables, que l'on peut atteindre, qui font du sens et qui sont pour une durée donnée. On en reparlera un de ces jours. Mais en tout cas, il n'y a rien de pire que les conflits, il n'y a rien de pire que les non-dits pour éviter cultiver le risque de conflit. Donc, par ailleurs, on réfléchit bien à la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Par exemple, on peut décider dans ce clear contract de moyens de communication dans le travail. Par exemple, si c'est une de vos meilleures amies, l'appeler ma chérie pendant le cadre professionnel, c'est peut-être pas totalement idéal. Donc, on insiste aussi sur la discrétion parce que c'est une chose de dire à vos collaborateurs que vous connaissiez Tartampion avant qu'ils rejoignent l'équipe. C'en est quand même une autre de dire que vous êtes partis ensemble le week-end dernier ou que Tartampion est la marraine de votre fille. Vous voyez, il y a quand même des limites, il faut garder une certaine discrétion dans l'entreprise. Mon troisième conseil, c'est de ne pas dire des choses du type « rien ne changera entre nous, tout sera toujours pareil ». Parce que non, parce que même si vous voulez diminuer la dimension hiérarchique ou que vous souhaitez rassurer le proche, il va peut-être, pour faire ça, être très tentant de lui dire ça. Mais votre relation, soyons clairs, en tout cas au bureau, elle va changer. Donc, je pense qu'il est mieux de parler de conserver une relation de qualité, mais pas de dire ça ne changera rien entre nous. Parce que clairement, ça ne sera pas le cas quand vous allez devoir l'évaluer lors des évaluations annuelles et que vous allez devoir décider le pourcentage du bonus que vous lui donnez ou s'il ou
elle a une augmentation, clairement, ça va changer les choses. Donc, et puis parfois, vous serez amené à prendre des décisions difficiles en tant que manager, voire peut-être même un jour avoir à licencier le proche. Donc, autant vraiment être bien d'accord au départ sur le rôle que vous allez jouer. Donc, ça m'amène naturellement à mon quatrième conseil de bien placer un traitement équitable, c'est-à-dire que le proche, bien évidemment, doit avoir la même attention que les autres membres de l'équipe, pas de favoritisme, on le traite exactement pareil, il n'y a pas de passe-droit. Et puis, par exemple, voilà, vous ne pouvez pas autoriser le télétravail pour le proche et pas pour le reste de l'équipe, pour donner un exemple, parce que vous connaissez sa situation personnelle et que ça vous paraît important pour lui de l'avoir. Si vous le donnez à un, vous le donnez à tous. Le cinquième conseil, c'est mettre des limites en cas d'abus. Donc, si le proche va trop loin, des commentaires déplacés, des demandes d'informations confidentielles qui concernent l'équipe, lui, tu vas le promouvoir et lui, voilà, ou la société. Enfin, un comportement qui diverge du reste de l'équipe, il faut immédiatement avoir une conversation. Il faut rappeler votre style de leadership, rappeler le clear contract dont on a parlé et puis remettre tout à fait immédiatement les choses en place. Parce que ne rien faire voudrait dire que vous validez cette attitude différente du proche et vis-à-vis du reste de l'équipe et ça, c'est absolument pas bon. Enfin, mon sixième conseil, lorsque le départ du proche quitte l'entreprise, soit à votre demande, soit parce qu'il dispose d'une opportunité fabuleuse à l'extérieur de l'entreprise, là, il faut être mature. Il ne faut pas le prendre pour soi. Ce n'est pas à cause de vous et à cause de la relation que vous aviez qu'il part. Ce n'est pas la peine de rentrer dans « c'est de la trahison, tu m'as planté un couteau dans le dos après tout ce que j'ai fait pour toi ». Au contraire, à ce moment, ayez une conversation franche, sans sous-entendu avec le proche sur les raisons de son départ, que d'ailleurs que ce départ soit volontaire ou non. Donc, en conclusion, recruter un proche peut avoir énormément d'avantages, mais à mon sens, pour qu'une telle relation fonctionne, qu'il n'y ait pas de jalousie au sein de l'équipe, que vous gardiez des relations saines avec lui, pendant ou même à l'issue du travail, pendant ces fameux week-ends dont on parlait, il n'y a qu'un seul mot capital à retenir, c'est communiquer. Merci Pierre, merci Audrey. Super chronique encore aujourd'hui, tous les deux. On va passer aux questions qu'on a eues de votre part. Nejma, tout à l'heure, on parlait un petit peu, notamment des personnes, des professionnels avec lesquels tu travailles voilà, habituellement. Et il y a Morgane qui nous a dit que tu travaillais aussi avec les assureurs. On en a un tout petit peu parlé. Et c'est une question qu'elle nous pose. Et les cabinets spécialisés dans les calculs des montants des préjudices. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? C'est le cas? Écoute, pas forcément. Okay. Indirectement, oui, parce que comme je privilégie les règlements amiables, je me rapproche des compagnies d'assurance. Mais je défends exclusivement les victimes et je ne travaille pas pour les compagnies d'assurance. C'est-à-dire que ce n'est pas la compagnie d'assurance qui adresse au cabinet un dossier de victime. C'est la victime qui vient voir le cabinet et moi, je vais voir l'assureur qui doit indemniser pour rédiger un accord pour que tout le monde soit content. Dans ce sens, oui. Mais sinon, non, je ne travaille pas avec les compagnies d'assurance comme je vais travailler avec mon médecin conseil, mon médecin psychiatre conseil, mon ergothérapeute, mon architecte. Voilà. Et oui, il y a de plus en plus d'organismes qui proposent sur Internet des calculs d'indemnisation. J'émets des réserves, j'attire votre attention, ça peut être dangereux parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un dossier, ça demande de la connaissance de l'environnement de la personne. Au-delà du simple barème fixé par l'expert qui va permettre de fixer l'indemnisation, il y a toute la compréhension de l'environnement. On fait, si tu veux, il y a la nécessité de scanner la vie de la personne pour que l'indemnisation soit juste. Je te donne un exemple. Une expertise. On avait pratiquement terminé l'expertise. Moi, je suis allée chez la personne quand j'ai préparé l'expertise. J'ai constaté qu'il y avait un jardin. La personne ne pouvait plus jardiner. Quand l'expertise s'est terminée, l'expert a dit « Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire ?» J'ai dit « Oui, il y a le jardin. » « Ah oui, le jardin. On a eu de l'aide humaine. Ça s'est traduit par 60 000 € de plus d'indemnisation pour la victime. Si je n'avais pas été dans
chez la personne, je n'aurais pas vu qu'il y avait un jardin. Donc, et la personne ne sait pas que comme elle a un jardin, elle a des droits complémentaires. Donc, quand elle va sur Internet remplir les barèmes, en fait, elle fait, si tu veux, à minima. Et les organismes qui calculent les indemnisations le font donc à minima. Donc, pour moi, ce n'est pas satisfaisant. Et est-ce que pour obtenir, ce sera peut-être la dernière question, je vois l'heure, mais est-ce que pour obtenir une indemnisation, il faut nécessairement aller au tribunal? Parce que j'ai envie de te dire, s'il faut aller au tribunal pour obtenir la meilleure indemnisation, tout le monde n'a pas forcément les moyens de le faire, tu vois, d'attendre ou de prendre le temps d'une procédure qui peut être longue. Alors, qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Bataille juridique ou pas? Enfin, tu vois, comment est-ce que tu… Tu as absolument raison. L'idéal, ce serait de trouver un moyen de financer les procédures pour que la personne puisse avoir la possibilité d'engager une procédure juste. Quand la compagnie d'assurance refuse quelque chose qui paraît évident parce qu'elle se traduit par exemple par 700 000 € de plus pour la personne, la compagnie d'assurance joue le temps, dit bah non, moi je ne suis pas d'accord, donc si vous voulez aller vers ça, il faut saisir un juge. Mais la personne, comme tu dis, il faut qu'elle ait le temps et les moyens. Les moyens, on est en train de réfléchir à des moyens de financement par le biais d'associations. C'est très compliqué en France de faire ça, mais ce serait l'idéal. Et puis, des fois, il y en a qui craquent. Ils disent non, maître, moi, je tourne la page. Je préfère accepter cette somme, même si elle est dérisoire, mais au moins, je vais continuer ma vie. Donc, il faut aussi respecter la volonté de la victime. Et Nedjma, peut-être pour conclure, justement, on avait une question qu'on s'est posée. Du coup, est-ce que tu as un conseil que tu pourrais donner aux juristes, notamment aux jeunes juristes, en fait, qui se posent plein de questions là, durant leurs études et qui souhaiteraient peut-être justement s'orienter vers une ultra-spécialisation? Là, on t'écoute, tu es passionnée et passionnante, du coup, il est très enthousiaste et je pense que tu as convaincu énormément de juristes ou d'avocats qui nous écoutent. Est-ce que tu as un conseil particulier, toi qui es aujourd'hui expert dans ton sujet, que tu pourrais leur donner? Oui, j'ai un conseil, c'est de ne jamais perdre de vue l'équilibre entre la recherche du plaisir dans le travail, parce que ce n'est pas parce qu'on est juriste qu'on s'ennuie au travail. On est dans la recherche du plaisir, on peut créer quand on est juriste, quand on est avocat, et les finances. C'est-à-dire que oui, on peut prendre du plaisir et oui, on peut vivre correctement. Donc, ça demande du temps, il faut apprendre à se connaître, voir ce qui nous fait vibrer, ce qui nous passionne, ce qui aussi nous rapporte de l'argent pour vivre correctement, dignement, et investir tout ce qu'on peut en ça. Ça doit être le projet de vie. C'est l'équilibre, c'est la réalisation de la personne, que ce soit professionnel, mais aussi personnel. Donc, c'est vraiment très important de le faire le plus tôt possible. Voilà mon conseil. Merci Nedjma. Avec grand plaisir. Merci à vous de m'avoir invité. Ouais, c'était passionnant. C'est vrai que ce n'est pas des thèmes toujours heureux, je le disais un peu plus tôt, mais en tout cas, voilà, on s'est régalé à t'écouter et j'espère que ça a donné des idées et que ça a fait découvrir des choses aux auditeurs. Nous, on se retrouve cette fois-ci pas dans 2 semaines, mais presque, c'est-à-dire, alors que je regarde mes fiches, le mercredi 12 mai, puisque le jeudi est férié. On va parler de juristes et de conflits au travail, comment mieux les gérer. On parle souvent de la gestion des conflits dans le domaine des juristes d'entreprise. Donc, on accueillera Rosemary Mardio, qui est la fondatrice de Square Dot Partners, qui nous parlera de ça. Absolument. Et vous pouvez par ailleurs aussi retrouver l'émission en replay et sur toutes les bonnes plateformes en podcast. On va vous mettre le lien. Ça a été fait. Ben voilà, ça a été fait. C'est extraordinaire. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver sur plein de médias. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne LinkedIn pour nous rejoindre. Et on espère que l'émission vous a plu et qu'on va vous compter parmi nos fidèles auditeurs tous les jeudis, sauf la prochaine fois. Un grand merci à tous. À dans 2 semaines, presque. Et voilà, et je sais ce que je dois faire, Thibaut, ça arrive, voilà. C'est du direct. Ça arrive, voilà.